Bonjour à tous, aujourd'hui sur Fort FM, on reçoit Gianni Vaccarello, un jeune homme au parcours exceptionnel. Gianni vit avec le syndrome de Silver-Russell, une maladie rare qui touche la croissance et le développement dès la naissance. Malgré les difficultés, il avance, il s'exprime, il vit pleinement et surtout, il veut faire passer un message, celui du courage d'en parler au travers d'un livre, au travers de 2 livres. C'est Les cicatrices d'un garçon et son nouveau livre, Cicatrices d'un homme, écrit récemment, que vous retrouvez en auto-édition. Bonjour Gianni, merci d'être avec nous sur Fort FM. Bonjour. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce qu'est le syndrome de Silver-Russell? Alors le syndrome de Silver-Russell, il y a 2 caractéristiques majeures. La première, c'est une asymétrie corporelle. Ça veut dire que moi, à ma naissance, j'avais 4 cm de différence entre ma jambe gauche et ma jambe droite. D'accord. Et la deuxième, c'est un retard de croissance prénatal et postnatal. C'est-à-dire on ne grandit pas beaucoup. D'accord. La taille finale pour une femme, c'est 1m40 et pour un homme, c'est 1m50. Moi, je fais un peu plus, je fais 1m64 aujourd'hui. D'accord. Quand tu disais que tu avais eu une différence entre tes jambes, c'est ça? C'est ça. Donc tu as subi une opération pour rattraper ce... Exactement. À quel âge tu l'as eu? Je l'ai eu à 10 ans. À 10 ans. À 10 ans, je l'ai eu. C'est des anneaux qui est accrochés à une broche, à plusieurs broches du coup, qui en fait ils ont coupé l'os en 2. Et les broches ont permis d'agrandir l'os et ça m'a rattrapé la croissance. Voilà, d'accord. Et comment as-tu découvert ta maladie ou comment ta famille te l'a expliqué quand tu étais plus jeune? Alors ils ne m'ont pas vraiment expliqué, je l'ai compris de moi-même. Parce que je faisais des allers-retours aux hôpitaux, donc forcément au bout d'un moment tu comprends que tu as quelque chose. Tu vois les enfants un peu différents que toi, donc tu comprends que t'es tu pas... as une différence. Voilà, exactement, ouais. Et comment tu l'as vécu ça? Au début, je l'ai bien vécu. Oui. Après, ça arrive à l'école et à l'école, tu comprends que t'es pas pareil que les autres. Donc là, au bout d'un moment, je l'ai mal vécu. Donc au quotidien, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie, ton rythme, tes activités? C'est beaucoup de douleur. Oui. Donc beaucoup de douleur aux genoux, beaucoup de douleur au dos surtout. Oui. Vu que mon bassin il était un peu décalé, donc je marchais pas normalement. Donc ça faisait beaucoup de douleur au dos. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu te souviens d'un moment particulièrement difficile? Je pense que c'est l'opération. L'opération, ça a duré 1 an. C'était une grosse douleur. Oui. C'était des nuits de pleurs, des cris, mes parents ne savaient plus quoi faire. Oui. Parce que je criais tout le temps, je pleurais tout le temps. C'était les séances de kiné, c'était horrible. À l'école, c'était horrible parce que je devais faire attention à tout. Si je tombais, c'était foutu pour moi. Est-ce que tu as eu un soutien de la part de tes camarades? Certains, oui. Mais d'autres, non, pas du tout. D'autres, c'était le harcèlement scolaire. C'était des mots-clis, des rires, des surnoms. Voilà, je vais pas citer. Non, bien sûr. C'était dur. Est-ce que tu as aussi eu des moments où tu t'es dit ok, je suis comme ça, je suis comme tout le monde en fait et je suis plus fort que ça? Alors, les moments où je le pensais vraiment, c'était quand je jouais au foot. Oui. Quand je jouais au foot, je me sentais comme les autres. Ça veut dire que tu as réussi à avoir une activité physique sans que pour autant cette maladie elle t'en empêche. Voilà, exactement. Je jouais au foot comme les autres. Parfois je veux pas me vanter, mais des fois j'étais même meilleur que les autres. Et même au foot, il y a eu des petits problèmes où ça me poussait, ça me disait des petits nains, des trucs comme ça. Oui. Et moi... Ça t'a renforcé en fait. Ça m'a vraiment renforcé. C'est le foot qui m'a renforcé en fait. Parce que je me laissais pas faire sur le terrain, je me laissais pas faire. Je courais partout, je poussais tout le monde, je taclais comme un fou alors que... Voilà, tu te battais pour ta passion en fait. Exactement, ouais. Quand on vit avec une maladie rare, on est souvent confronté à l'incompréhension. Est-ce que tu ressens ça parfois? Même encore aujourd'hui, je le ressens. Oui. De quelle manière? Au travail, il y a certains employeurs qui ne me connaissent pas. Je le voyais à cause de mon physique. Ils me regardaient de haut en bas, tu comprends. Quand tu grandis comme ça, tu comprends vite. Le regard, je le vois direct. Les gens qui jugent, je le vois direct. Ouais. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. En fait, c'est les gens-là qui font en sorte que tu te sens différent. Mais la maladie, elle n'est pas connue, donc je peux comprendre les gens. Ils ne se renseignent pas beaucoup. Moi, on va dire que ça se voit pas trop. Oui. C'est un peu invisible, la maladie. Oui. Ça se voit pas trop, donc je peux comprendre les gens, mais c'est quand même dur à vivre, quoi. Et bien sûr, on s'attend toujours à ce qu'il y ait de la compréhension, mais parfois j'ai l'impression qu'on ne cherche pas à savoir vraiment ce dont la personne souffre. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a plus facilement envie de s'en moquer que de comprendre. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit assez mal.
Donc moi je comprends un peu ce par quoi tu passes et ce dont tu vas parler dans ton livre, hein, tu vas nous expliquer un petit peu, je dirais la genèse de ces deux ouvrages et pourquoi justement tu as voulu absolument mettre des mots sur les mots. Voilà, sur un mot. Et j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur le handicap invisible ou les maladies rares? Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'on n'est pas différent des autres en fait. On est normal, on a 2 jambes, on a 2 bras, on est comme tout le monde. Hein. Voilà. Donc je vois pas pourquoi les gens ils jugent. Mais en fait, je pense que c'est plus à cause des réseaux, des enfants mal éduqués aussi. Exactement. Et puis souvent quand on est 4-5 potes contre une personne, c'est facile. Exactement. Et c'est malheureusement ce qu'on vit un peu tous les jours et ce qu'on vit aussi chez nous. Hein, tu as pu le voir malheureusement à Sarreguemines, une enfant de 9 ans qui se suicide. Alors se suicider à 9 ans pour moi c'est déjà... c'est horrible. C'est traumatisant d'apprendre ça quand on a des enfants et qu'on se dit demain notre enfant il pourrait nous cacher qu'il se fait harceler à l'école et que on l'apprend de cette manière-là, quoi. Donc j'imagine... Déjà je veux donner un grand soutien et toutes mes condoléances à la famille de la petite Sarah. Oui. Ça m'a beaucoup touché, je l'ai vu ce matin, ça m'a beaucoup touché. Parce que je me suis revu un peu dans elle. Oui. J'ai vu pourquoi les gens la harcelaient. C'est à cause d'une différence physique. Oui. Donc je me vois en elle. Et ouais, ça m'a beaucoup touché. Et j'aimerais dire, ça me touche un peu, je suis un peu ému parce que ça me touche un peu. J'aimerais dire que déjà l'institution nationale ils font rien. Oui. Déjà à mon époque ils faisaient rien du tout. Ils le savaient que les gens harcelaient mais ils faisaient rien du tout. Que ce soit au collège ou au lycée. Bon, au lycée un peu moins mais au collège ouais c'était beaucoup. Ils faisaient rien du tout. Les parents c'est les premiers responsables de tout ce qui se passe. Ouais. C'est les premiers responsables. Je le voyais quand les gens me harcelaient, je voyais les parents, je comprenais. Je voyais les gens, je me disais, ouais, ok, c'est des enfants mal éduqués, ils ont rien à la maison, voilà. Et ouais, ça m'a beaucoup touché, la petite Sarah, ça me fait beaucoup de peine. Malheureusement, elle n'est pas la seule parce que c'est vraiment aussi ce genre d'actualité qu'on entend chaque année, hein, des enfants qui mettent fin à ces jours. J'avais écrit un article sur la l'INSEE, 13 ans, c'était il y a 2 ans, je crois. Qui pareil, hein, elle est rentrée un jour chez elle, elle débordait en fait de bonheur, alors que ça faisait un moment que ses parents ne l'avaient pas vue aussi joyeuse, pour quitter la table et ensuite mettre fin à ses jours. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais comment elle devait être dans quel état d'esprit? Ouais. En fait... Comme si elle était joyeuse en fait de savoir que tout ça, ça allait finir. Moi j'étais pareil. Oui. J'étais pareil. Et bon, si papa, maman, vous m'écoutez, pardon, mais j'ai vu que la petite Sarah, elle avait mis un petit mot pour ses parents. Oui. Et moi, j'avais fait pareil, parce que j'y ai pensé aussi. Oui. Je vais pas mentir, j'y ai pensé aussi. J'avais tout préparé, j'avais écrit le petit mot pour mes parents. Et je pense que c'est par manque de courage, parce que j'avais pas le courage de le faire. C'était plus le mental, il suivait pas, mais j'avais pas le courage de le faire. Donc je l'ai pas fait. Mais ouais, c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible. Oui, c'est horrible parce que moi, par exemple, j'ai fait 2 fois ma 6e et la première année de 6e, je subissais aussi des moqueries. Et c'est vrai qu'on en vient vite, en fait, à penser à en finir parce qu'on se dit, on est obligé d'aller à l'école. Donc forcément, on est obligé d'être confronté, en fait, à nos harceleurs. On n'a pas d'autre choix et on sait qu'on a l'impression chaque matin d'aller à l'abattoir. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va subir comme moquerie. Et ma première année de 6e, j'ai souffert de ça, de fait qu'on se moquait sur mon physique et des choses comme ça. Et pareil, j'y ai pensé. Alors pardon maman, mais c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. C'est ça. Eux, ça les amuse. Ils sont en groupe, ça les amuse. Ah oui, complet. Nous, ça nous amuse pas du tout. On fait genre devant eux, mais bon, quand on rentre à la maison, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Et si tu pouvais justement, toi, changer une chose dans le regard que la société porte sur la différence, ce serait quoi? Je pense que déjà, il faudrait qu'il y ait plus de soutien pour les gens. Oui.
plus de soutien, que ce soit à l'école. Donc plus de soutien pour ceux qui le vivent, mais aussi peut-être plus de sévérité pour ceux qui le commettent, qui commettent le harcèlement. Je vois qu'ils font des réunions, pas des réunions, je sais plus. Des campagnes ou des choses comme ça. Voilà, des campagnes pour la sexualité, alors que des gens ils sont même en primaire déjà. Non, mais ça, j'ai écrit un texte là-dessus, j'ai appelé la leçon de la honte. Dans le sens où nous, on nous a pas appris ça à l'école, on l'a appris par nos parents, on l'a appris en grandissant, voilà. Et ça nous a pas posé de problème. Donc aujourd'hui, je comprends pas qu'on veut expliquer de la sexualité à nos enfants et que quelque part, ils ne sont pas encore prêts, peut-être mentalement, à comprendre ce genre de choses. Quoi. Parce que je vois en primaire, mes petites cousines sont en primaire, ils parlent de ça déjà maintenant. C'est un truc de fou. Ça, on dirait qu'on veut nous conditionner. Ouais, bah vraiment. C'est la vérité. Vraiment. Qu'est-ce qui te donne la force au quotidien? Ta famille, tes amis, une passion? C'est les trois. C'est les trois? Ouais, les trois. Ma famille, parce qu'ils ont toujours été là. Ouais. Ils m'ont jamais lâché. Alors que c'était compliqué, donc ils m'ont jamais lâché. Mes amis, pareil. Ouais. Mes amis, je les ai encore maintenant. Certains, on se voit un peu moins, mais je les porte toujours dans mon cœur parce que je sais tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ouais. Et les passions, c'est le foot. Le foot, ça m'a beaucoup sauvé. Que ce soit sur un terrain ou devant la télé, ça m'a beaucoup sauvé. Et j'ai aussi la musique. La musique aussi, ça m'a beaucoup sauvé. Tu fais quoi comme musique? J'en fais pas, mais j'écoute beaucoup. Ah, tu en écoutes beaucoup, ouais. Tu es un passionné de... Enfin, moi, je suis un passionné de vinyle, donc j'achète encore des vinyles de musique d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un énorme échappatoire. Ah oui, vraiment. Moi, j'écoute un peu moins de rap français, mais de rap italien, j'écoute beaucoup. Ouais. Parce qu'ils mettent... c'est pas le rap français d'aujourd'hui, c'est plus de phrases qui veulent dire quelque chose, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on souffre de ça en France, un rap qui n'a pas trop de richesse comme on avait dans les années 90. Quoi. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui vivent avec une maladie ou une différence et qui ont parfois du mal à s'accepter? Je leur dirais qu'ils ne sont pas différents des autres. Ouais. On est tous pareils. Comme j'ai dit avant, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau. On est des fois plus intelligents que les autres. Oui. Même souvent plus intelligents que les autres. Ils sont pas différents. Moi j'avais dit une phrase un jour, c'est pas nous qui sommes différents, c'est eux qui sont tous pareils. Ouais, et c'est ça qu'ils comprennent pas en fait, les gens. Et toi, Giovanni, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu aimerais accomplir, partager ou réaliser quelque chose? J'aimerais, en fait, vu que j'ai écrit les 2 livres, moi, la vérité, j'ai jamais aimé lire et jamais aimé écrire. J'ai jamais aimé ça. Ouais, c'est un peu un paradoxe. Ouais, mais j'ai jamais aimé ça. Mais mon rêve, entre guillemets, c'est que mes livres ils soient faits en film ou en documentaire. Ouais. Pour les gens comme moi qui aiment pas lire et qui ont envie de voir sur un écran ce que j'ai raconté ici. D'accord. Alors j'aimerais bien parler d'abord des cicatrices d'un garçon que tu as écrit donc il y a 2 ans. Hein. Il y a 5 ans. 5 ans, pardon. Ouais. Alors, je me suis trompé au début, donc c'était écrit il y a 5 ans. Alors pourquoi tu as voulu écrire déjà ce premier petit livre? C'est un peu un format de poche, on va dire. C'est un format de poche, exactement. En fait, je suis tombé sur un site de témoignages de gens de familles plutôt, qui sont... les enfants sont atteints de la maladie. Mais en fait, c'était que des parents et que des médecins qui parlaient. D'accord. Et c'était pas... Ça t'avait pas la parole de la personne. Voilà, j'avais pas la parole de l'enfant. Ouais. Et j'ai commencé à écrire sur le site là pour mettre un témoignage. Et je me suis rendu compte que finalement il y a trop de choses à dire. D'accord. Donc le soir même je commençais à cogiter. Je dis pourquoi pas écrire quelque chose. Je voulais même pas le publier, je voulais écrire pour moi en fait. Oui. Je voulais même pas le publier, donc j'ai lancé un Word, page blanche, j'ai commencé à écrire. C'est venu tout seul. J'ai pas raconté début par la naissance parce que ma naissance je la connaissais pas vraiment, c'est plus ma mère qui m'a aidé sur ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien le premier livre. Donc je parle de la naissance, je parle de le collège, le lycée, mes passions, de quoi je parle d'autres, de certains amours que j'ai eus malgré ma différence. Je parle un peu de tout, de ma vie en général. Aujourd'hui tu es indépendant? Oui. Et tu travailles et ça. Je travaille complet. Tu as vraiment Je fais même un boulot physique pour vous dire. Voilà. Donc c'est quelque part, tu as une vie normale malgré tout. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça ce que je veux montrer, c'est que, ok, j'ai une maladie, ok, je suis un peu différent des autres, mais finalement, non, je travaille comme les autres. Ta tête, en fait, est bien plus fort que d'autres personnes. Voilà, exactement. Mais c'est grâce à la maladie que je suis bien plus fort, parce que si j'avais pas la maladie, je pense pas que j'aurais le mental là. Ouais. Et ce deuxième livre alors?
Ça raconte la suite de l'histoire du premier livre. En fait, le premier livre, je l'ai arrêté quand j'avais 25 ans. Oui. Et malheureusement, il y a eu des deuils. En fait, il y a un deuil que j'ai raconté dans le premier livre, c'était mon grand-père. Oui. Ça m'a beaucoup touché. Et malheureusement, j'ai perdu d'autres membres de ma famille à la suite, beaucoup de membres. Oui. Et j'ai voulu... la première chose, c'était que je voulais rendre hommage sur le deuxième livre-là. Et après, il y a toutes les autres suites qui sont arrivées. Donc le boulot, les différences au boulot... quoi d'autre encore? J'ai raconté la suite de mes passions, parce que c'est important, c'est toute ma vie. Le foot ou la musique, c'est toute ma vie, donc j'ai voulu raconter ça aussi. Et en fait, le deuxième livre, c'est ma vie, et la fin, c'est la vie que je veux, vraiment. Voilà. Donc je vous invite vraiment à le livre. Les infos s'affichent à l'écran si vous voulez commander ce livre, et je vous invite vraiment à le faire, parce que des personnes comme toi, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien aussi s'exprimer, mais ils n'en ont pas l'occasion. Et d'autres renflouent ça en eux, et c'est encore pire, je pense. Tout à l'heure, on parlait de l'école, et c'est vrai que ces différences peuvent amener à avoir des échecs scolaires. Toi, comment ça s'est passé? J'étais un bon élève en primaire. Oui. Après, au collège, en 6e, je me suis repéré, donc j'ai un peu lâché l'école, on va dire. Oui. J'étais pas mauvais, mais je m'intéressais pas beaucoup. D'accord. Donc la suite, après, ça a suivi. Au lycée, j'ai rencontré d'autres élèves. On était plus en mode rigolade qu'en mode école. Plus mature, en fait. Ouais, oui. On s'en foutait un peu de l'école, à vrai dire. Mais j'ai jamais été mauvais élève ou quelqu'un qui comprenait pas ce qui se passait. J'étais un élève normal, on va dire. Ouais. Moi, j'avais l'impression justement que ma primaire et ma sixième, ma première sixième, j'étais différent. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme ça, mais en fait, le fait d'avoir été un très mauvais élève me donnait un sentiment de nullité. Et je sais pas si toi, tu as eu à un moment donné ce ressenti-là, mais c'est très difficile en fait de positiver, d'avoir aussi la motivation d'aller de l'avant. Moi, ce qui m'a sorti un petit peu de tout ça, tu vois, tu as parlé tout à l'heure du foot et tout ça, et c'est marrant parce qu'en 94, j'avais monté mon premier groupe de musique, et c'est ce qui m'a fait en fait extérioriser. Exactement, ouais. Voilà, ce mal-être, on va dire, qu'il y avait au fond de moi. Et à partir de là, j'ai été donc après en 4e et 3e techno. J'étais en 3e techno, j'étais quand même parmi les 10 premiers. J'ai fait ensuite un BEP électronique, un BEP électroménager, un bac électronique, et j'ai fait un BTS en informatique. Moi aussi. Et sache-le bien, c'est que la seule lacune que j'avais de ces années où justement j'ai pas travaillé, c'était ma grammaire, mon orthographe, voilà, que j'ai mis, on va dire à partir de 2019, où j'ai vraiment voulu corriger un petit peu mon écriture. Forcément, étant journaliste, on ne peut pas se permettre de faire trop. Et au début, je pense que c'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe que j'ai corrigées avec le temps, parce que ma passion, voilà, elle m'a donné cette envie en fait de m'améliorer, de me parfaire mon écriture, quoi. Mais c'est pour dire aux jeunes et à ceux qui nous écoutent, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. On peut être mauvais, par exemple, je dirais, dans les résultats scolaires, mais bon, en autre chose. Exactement. C'est vrai que tes parents habitaient en face de chez nous, mais quelques temps après qu'ils sont partis, tu vois, c'était 93, 94, j'ai récupéré les télés dans les objets encombrants et je les réparais dans mon garage que je revendais après, quoi. Voilà. Et pourtant, à cette époque-là, je n'avais pas de formation électronique. Ça veut dire que j'y allais à l'instinct. L'instinct, des fois, c'est la meilleure des choses. Et je suis, en fait, avec le recul, je me dis quand même que, bien sûr, on regrette d'avoir pas fait tout plus avant. Mais je regrette pas quand même quelque part tout ça, parce que ça m'aurait pas donné l'envie d'aller jusqu'au BTS après. Mais voilà, faut pas lâcher, faut garder espoir, même si la vie, elle est pas toujours drôle. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont partagé, par exemple, ce que toi tu as vécu ou ce que moi j'ai vécu, patientez. Patienter, ça va finir. Un jour ou l'autre, on sera maître de son destin. On est condamné, par exemple, pendant une période à être à l'école et tout ça. Et je dirais être obligé de subir. J'espère qu'avec le temps, les encadrements scolaires, comme tu dis, ils vont s'améliorer, ils vont plus tenir compte du mal-être des enfants, parce qu'un mal-être dans l'enfance va avoir des répercussions plus tard. Voilà. Et même moi, si j'ai pas eu vraiment de comeback, et j'espère que tu n'en auras pas non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, tu dis bon stop, maintenant je baisse les bras parce qu'il y a eu tout ça dans le passé. Non, il faut toujours regarder vers devant comme toi tu le fais. Il y a certaines fois où j'en avais, mais après, je sais pas, le mental il reprenait le dessus et je disais non,
j'ai vécu tout ça, il faut que j'aille de l'avant. Voilà. Il y a des choses plus graves dans la vie. Et si tu avais justement un élément qui t'a motivé à toujours aller de l'avant, même quand ça allait au plus mal? Je pense que c'est ma famille, elle m'a beaucoup aidé. La famille. Ouais, la famille, ça m'a beaucoup aidé. Mais mes grands-parents qui sont plus là, mes oncles qui sont plus là, malheureusement. Eux aussi m'ont beaucoup. En fait, c'est la valeur de la famille qui m'a aidé. Ouais, ça c'est une belle valeur. Ouais. Et avant juste qu'on finisse cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? J'aimerais dire aux gens qui se sentent différents que vous n'êtes pas différents. Que, allez, comme tu l'as dit, il faut aller de l'avant. Moi, j'ai beaucoup relativisé sur ma vie. Ouais. Je voyais des gens qui avaient des vraies maladies, vraiment où c'était vraiment dur pour eux. Surtout à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, que je me suis fait opérer, ouais. J'ai vu des gens grands sourires, alors qu'ils étaient 10 fois pires que moi. Franchement, ça m'a fait choquer à l'époque même. Ouais. Je me suis dit, waouh, eux, ils vivent des trucs de fou. Et moi, je suis là en train de pleurer, en train de chouiner, alors que je vis même pas un dixième de ce qu'ils vivent. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est relativiser. Il y a plus grave dans la vie. Ouais. Et aller de l'avant. C'est une belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Gianni, pour ton témoignage, merci à toi. ta sincérité et ta force. Si vous voulez acheter son livre, les liens s'affichent à l'écran. On espère que ton parcours inspirera d'autres personnes à croire en elles, à ne pas se laisser définir par une maladie, mais parce qu'elles sont vraiment comme toi, tu vois. Et sachez, vous les auditeurs, vous êtes le bienvenu sur l'antenne de Fort FM pour parler de votre quotidien. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir fait ta connaissance, Gianni. Moi aussi. Et encore merci à toi d'être venu nous parler de ton livre et de toi. C'est une rencontre pleine de vie. Salut, Gianni, à très vite, je te dis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très vite sur Fort FM. Bye. I can't do nothing with you.